Hey, c'est un décor différent. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia et bienvenue sur ma chaîne. Alors ici je parle de livres, je suis en train de prévoir une autre série Back to School mais on verra ça. Donc je suis chez mes parents, donc fans différents. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un update lecture de ce que j'ai lu dernièrement. Donc mois de juin, début de mois de juillet, faut savoir que genre j'ai eu une période un peu compliquée, du coup voilà, je suis chez mes parents un peu, voilà. Donc indulgente. Donc j'ai lu ce mois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Ouais, donc on va dire c'est le mois de juin, puisque voilà. Et j'ai lu pas beaucoup de fantasy, enfin j'ai lu du fantastique essentiellement, de la fantasy, voilà, comme d'habitude. Donc si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur mon Instagram par ici où je parle de ce que je fais. Et on va tout de suite commencer. Miaou miaou miaou. Voici rapide le livre que j'ai lu. Voilà. Je suis chez mes parents donc j'ai pas tous les livres. Voilà. Donc c'est pas un ordre particulier. Enfin si, en fait c'est plus récent que j'ai lu au dernier que j'ai lu. Donc on va commencer par La Maison des Morts de Sarah Pennebaugh. Voilà. Donc celui-ci je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Enfin je voulais mettre 3 étoiles et demie. Mais voilà, donc c'est une histoire fantastique dans une dystopie future anglaise où chaque adolescent est testé pour une marque. Gimli, chut. Voilà, donc chaque adolescent est testé pour une marque pour voir s'ils ont une mutation et s'ils l'ont, ils sont envoyés dans une espèce de manoir pour mourir où ils attendent leur mort. Donc moi je m'attendais vraiment à un truc avec de l'enquête, sur qu'est-ce que la marque, donc j'avais plein de questions qui étaient soulevées. Donc cette édition est juste tout simplement magnifique, donc j'avoue j'ai acheté pour la couverture et j'avais plein de questions quand on est rentré dedans et l'auteur a absolument pas répondu à mes questions et c'était plus une romance qu'autre chose. Il y avait de très bons éléments mais genre j'étais vraiment sur ma faim quand je suis arrivée à la fin du livre et j'avais envie de plus savoir sur ce qui était en train de se passer. Voilà, donc overall, c'était une lecture plutôt amusante, un peu lente vers la fin, parce que, bon, j'avoue, il y a quelques passages que j'ai lus en diagonale, et assez répétitif, avec pas beaucoup... avec pas beaucoup d'informations et beaucoup de questionnements, et en plus, le personnage principal que j'appréciais pas mal, Toby, à la fin, il fait un truc que je peux comprendre, mais... ne faisait pas beaucoup de sens pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, overall, voilà. Donc, attention, trigger warning pour tout ce qui est dépression, suicide dans ce roman. Voilà, donc, 3 étoiles. Alors, ensuite, j'ai lu un policier, c'est La Surface de Olivier Norek. Voilà, il est tout petit. J'avais envie de changer un peu de mood de ce que j'étais. Oh, j'ai trouvé mon porte. Mon marque-page, je suis trop contente. C'est mon copain qui me l'a fait, du coup j'y tiens énormément. Du coup en fait c'est un policier français, donc c'est l'histoire d'une policière qui se prend un coup de fusil en pleine figure, du coup elle devient un peu une gueule cassée, et justement parce qu'elle a une énorme cicatrice et tout, donc elle travaille à Paris et il l'envoie en région pour s'occuper de fermer un commissariat, mais guess what, il y a des meurtres bizarres qui arrivent là-bas, et voilà, je peux pas trop en parler sinon je vais spoiler. J'ai mis 4 étoiles sur 5, ça m'a vraiment plu, je l'ai lu en genre 24 heures, même pas. Je pense qu'il m'a pris 4-5 heures à lire. Et parfois, j'aime bien lire des policiers juste pour me changer de registre, juste pour me faire une pause entre deux bandes de fantasy. Parce que c'est vraiment simple à lire et que, mine de rien, j'aime bien les policiers. Je sais pas si ça vous intéresserait de voir plus de livres policiers sur ma chaîne. Mais voilà, donc celui-ci. Pas parler beaucoup dessus parce que c'est un policier et genre si on en parle trop ça spoil. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc ensuite mon copain m'a offert un livre parce que j'ai eu mon master. J'en ferai une vidéo dessus sur un update de où j'en suis dans mes études et tout ça. Donc il m'a offert ce livre parce que ça fait longtemps que je le voulais. Et vous l'avez vu sur mon Insta si vous me suivez, encore une fois vous pouvez aller me suivre si vous voulez. Et c'est L'Empire d'écume de Andrea Stewart, cette édition est juste magnifique. J'ai pas pris le hardcover parce que le dur hardcover, comment on dit en français?
Bref, j'ai pris le brochet et j'adore parce qu'il est tellement floppy, de chez Big Bavon, de chez Castelmore. J'avais vu énormément de pubs pour ça et du coup je l'ai acheté et enfin mon copain me l'a offert parce que ça faisait longtemps que je le voulais et il est pas mal. J'ai mis 3 étoiles et demie, donc sur Goodreads j'ai mis 3 alors que j'hésitais entre 3,5 et 4 parce que justement il y a quelques points de vue qui me semblent pas très intéressants. De quoi parle ce livre? Ce livre en fait c'est une fantaisie d'inspiration orientale, je dirais japonaise chinoise. C'est compliqué parce qu'il y a le côté île qui me fait penser au Japon, mais la culture est très chinoise. Donc en fait c'est un royaume où sur chaque enfant on prélève une partie juste derrière l'oreille d'éclats d'os pour pouvoir alimenter les concepts de l'empereur qui sont des espèces de chimères qui sont animées par la magie et qui contrôlent l'empire. Enfin l'empereur il s'enferme un peu dans sa tour pour créer ces monstres et les laisse diriger à sa place. Donc on suit plusieurs points de vue. Bon, bien sûr on a la fille de l'empereur qui elle a perdu toute sa mémoire et qui en fait cherche à la retrouver par tous les moyens et donc elle veut prouver à son père qu'elle peut être digne héritière parce qu'elle est en compétition avec un autre garçon qui a été adopté par son père et donc c'est vraiment intéressant. Et puis on a le point de vue de bien sûr d'une rébellion qui a pas trop envie que genre les morceaux d'eau soient prélevés sur les enfants parce que bah pas tous survivent et bien sûr tout ça est acclimaté d'un espèce de climat de questionnement parce qu'en fait beaucoup de choses étranges se passent et on se pose des questions s'il y a des anciens dieux qui sont revenus voilà, donc il y a des points de vue que j'ai pas trouvé très intéressants et que j'ai trouvé étaient plutôt lents à l'histoire et j'avais vu au courant de ma lecture qu'il y avait des gens qui disaient ah continue et tu verras à la fin tout rentre dans l'ordre et justement la fin je l'ai trouvé assez prévisible, j'avais compris la fin dès genre les 3 premiers chapitres, j'avais compris ce que c'était et ça m'a un peu gênée et j'ai trouvé qu'il y avait des points de vue rendaient l'histoire trop lourde en général et ça m'a permis de travailler un peu sur les guerres de Fallen parce que j'avais mis trop de points de vue et du coup qui c'est qui va réécrire les guerres de Fallen? C'est Bibi. Bref voilà, assez bon livre en plus j'adore la map dedans, je vais vous la montrer, elle est vraiment très jolie. Voilà, même s'il y a pas mal d'auteurs qui écrivent des trucs Asie inspirés en ce moment, celui-ci est vraiment pas mal. Bon, il n'est pas sorti maintenant en anglais, ça fait longtemps qu'il vient juste de sortir en français, bref, je m'éloigne. Donc, ensuite, j'ai fait une lecture que j'avais commencé quand j'avais 15 ans et que j'ai fait une relecture parce que je me rappelais plus trop et que j'ai vraiment aimé. C'est Red Queen de Victoria Aveyard. C'est une fantaisie ou une dystopie? Je ne saurais quoi dire. Parce que genre j'avais pas compris la première fois que je l'ai lu, mais c'est les États-Unis. Et voilà, donc c'est l'histoire d'un monde qui est divisé en deux, entre les sangs d'argent et les sangs rouges. Notre perso principal est un sang d'argent, et guess what? Elle a des pouvoirs! Parce que normalement c'est que les sangs d'argent qui ont des pouvoirs et qui dirigent le monde, et du coup elle fait sa démonstration de pouvoir en plein dans le palais royal, et qu'est-ce qu'il fait le roi? Pour être logique, il fait ouais, en fait c'est une princesse perdue, enfin une noble perdue, et il faut qu'elle vive au sein de la cour avec tous les problèmes de rébellion qui s'alimentent parce que les rouges ils en ont marre d'être traités comme de la merde en fait, et beaucoup de romance parce que c'est de la romance, il y a un triangle amoureux qui est assez bien fait. Par contre les noms sont cringe as hell dedans, j'ai trouvé ça hyper gênant à certains moments. Bref, cette histoire est plutôt pas mal. Si vous avez envie d'une lecture que vous pouvez juste lire en 1 ou 2 jours qui s'enfile facilement, je vais sûrement lire la suite parce que la dernière fois j'avais pas lu la suite parce que j'avais un problème avec le genre, j'accrochais pas trop, mais là franchement j'ai pas mal apprécié et voilà, je l'ai lu en VO. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Ensuite, j'ai lu un autre roman de Elisabeth Ross qui est La Belle Époque, qui est une réécriture d'une nouvelle de Émile Zola qui s'appelle Les Repoussoirs. Donc l'histoire est assez simple et j'ai pas mal aimé parce que je m'attendais à une espèce d'histoire genre d'une fille pauvre à Paris qui rencontre un noble et qui... Voilà, alors que c'était pas du tout le cas. C'est l'histoire d'une fille qui est totalement banale et qui intègre une agence de repoussoirs de faire valoir pour la noblesse française, enfin la bourgeoisie, parce que c'est compliqué, à Paris en 1889, donc en plein essor, en pleine année de l'exposition universelle, il me semble que c'est ça. Bref, donc il y a la construction de la tour Eiffel, il y a
vraiment, genre, je préfère ne pas trop en parler aussi. Donc en fait on suit l'histoire de cette jeune femme qui essaye de se faire sa place à Paris tout en arrivant avec cette idée qu'elle est un repoussoir. La relation qu'elle va avoir avec la jeune fille qu'elle est censée être le repoussoir pour, voilà, donc le plus le faire valoir que le repoussoir, et ainsi que la différence entre la noblesse parisienne, la bourgeoisie parisienne, là c'est plus la bourgeoisie puisque la noblesse, pardon, sachant que je vais aller en histoire, je devrais fermer ma gueule et dire ce genre d'informations. Donc c'était assez bien, j'ai mis 3 étoiles sur 5, tout simplement parce que des fois ça traînait en longueur et que les personnages, je les trouvais un peu insupportables, genre surtout Maud, je l'aimais. Mais alors, pas du tout, alors qu'il y avait d'autres personnages que j'appréciais, l'histoire était un peu hi-hi, et à la fin il y a la nouvelle Les Repoussoirs, donc j'ai lu, et ça, pour la nouvelle Les Repoussoirs, j'ai mis 4 sur 5, mais bon, je compte pas trop dedans, donc voilà, je vous la recommande pas trop. Si vous avez envoyé en brocante, ramassez-le, mais n'allez pas de l'acheter exprès. Enfin, moi c'est pas un livre qui m'a particulièrement plu. Et enfin, mon gros coup de cœur du mois de juillet. J'étais allée à Toulouse et je me suis acheté ce livre parce que ça fait tellement longtemps que je le vois tourner, et vous savez que j'ai une histoire avec Sarah J. Maas, c'est que j'apprécie pas trop Sarah J. Maas en général. Mais du coup j'ai pris Crescent City. J'avoue que ça, la couverture est juste... Et j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles sur 5. Attendez. Je trouve que Sarah J. Maas n'écrit pas... J'aime pas la fantaisie de Charnel Mash, que ce soit Un palais d'épines aux roses ou Friend of Glass, je n'aime pas trop. Après, je trouve que ces histoires sont hyper fluides et hyper amusantes à lire. Par contre, ici, elle a fait un truc que j'adore, c'est dans l'urban fantasy. Et j'adore ce qu'elle a écrit. Genre, c'est hyper bien fait. Enfin, j'ai adoré. J'ai lu ça en 3-4 jours, tellement j'ai vraiment aimé. Et la romance aussi, j'aime bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une demi-faillée. Princesse cachée, mais... C'est l'histoire d'une demi-faillée qui perd sa meilleure amie, et on la retrouve quelques années plus tard, qui apprend à gérer avec le deuil de sa meilleure amie, et bien sûr elle veut résoudre l'enquête de qui l'a tuée, et donc elle se retrouve entraînée dans le monde de hauts dignitaires de cette ville de Crescent City, et elle se retrouve avec un personnage qui lance des éclairs. Un ange qui est mis en esclavage et qui doit l'aider à résoudre cette enquête. Et du coup, il y a de l'intrigue un peu politique, enfin, c'est Sarah J. Maas, donc ne vous attendez pas à Game of Thrones. Mais vraiment, moi, je me suis vraiment amusée. C'était tellement simple à lire, la romance, elle est drôle, genre des fois on rigole, après c'est prévisible, je veux dire... En fait, j'ai raconté l'histoire à mon copain en même temps, et mon copain a vu le plot twist venir plus que moi. Moi, je m'attendais à quelque chose. Spoiler, arrêtez la vidéo là, que Danica soit toujours vivante. Mon copain, il a direct chopé qui était le méchant, genre au bout des 3-4 premiers chapitres. Donc j'étais là en mode, voilà. Donc j'ai mis 5 étoiles sur 5, j'ai adoré, et je pense lire la suite, et peut-être attaquer plus de Sarah J. Maas, lui donner une autre chance. Le truc, c'est que moi je déteste faire dans Un palais d'épines et de roses, et j'arrive pas à lire son personnage, genre j'arrive pas. Du coup là, j'étais vraiment contente de voir un personnage assez intéressant de Sarah J. Maas, c'était plutôt amusant. Donc voilà, c'était mon update lecture pour le mois de juin. Je sais pas ce que je vais lire en juillet parce que j'ai pas énormément de livres à la maison, je suis en train de lire un service presse qui me plaît énormément, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, et à très bientôt.